je retiens ce que vous dites et ça me fait réfléchir sur la formation des ingénieurs. Je suis passé moi-même par une classe préparatoire, par une école d'ingénieurs, et on est un peu formé à résoudre des problèmes qui ont une solution. Vous passez le concours de Centrale, surtout à Centrale, il y a une solution, si vous ne la trouvez pas, vous ne rentrez pas. D'ailleurs, je ne suis pas rentré. Il faut trouver la solution. Et ensuite, quand on rentre dans une école d'ingénieur, en général, on vous pose des problèmes qui ont des solutions. Et après, dans la vraie vie, effectivement, on cherche toujours une solution, mais on a un peu une forme d'esprit qui est, s'il y a un problème, il y a une solution. Alors, c'est très motivant parce que ça donne à aller de l'avant, mais il y a peut-être des débats qui n'ont pas de solution. Et donc, est-ce que notre formation d'ingénieur est la bonne? Comment faudrait-il aider nos jeunes ingénieurs ou nos jeunes élèves à avoir plus d'ouverture d'esprit sur le fait qu'il existe des problèmes sans solution et qu'il faut donc embrasser plus large? Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on a à résoudre des problèmes scientifiques ou techniques quand on est ingénieur, mais il y a des problèmes plus généraux que simplement les problèmes techniques. Enfin, je veux dire par là que tous les problèmes que nous nous posons ou que nous avons à résoudre ne sont pas des problèmes réductibles à leur solution technique. Oui. Bon. Et la plupart du temps, la bonne solution, qui peut être délicate à trouver, entremêle des aspects techniques et ce que j'appellerais des aspects liés aux valeurs. Parce que finalement, vous posez aux valeurs plus généralement, c'est-à-dire que vous vous posez la question de savoir quel type de compagnonnage la société peut faire avec la technologie. Pendant très longtemps, l'activité scientifique et technique a été enchâssée dans l'idée de progrès. Donc la science permet de faire des choses nouvelles, faisons-les, parce que c'est la science qui est le bras armé de l'idée de progrès. Et donc le questionnement en question, enfin, si j'ose dire, n'était pas vraiment d'actualité. Aujourd'hui, l'idée de progrès a été très largement abandonnée. Le mot progrès, d'ailleurs, a été remplacé dans les discours publics par le mot innovation, qui ne désigne pas tout à fait la même chose. Et du coup, on doit se poser la question de savoir quel rôle on va donner à la technologie, quel type de société nous voulons, et aussi de préciser quel type de société nous ne voulons pas. Et c'est là que la question des valeurs vient s'arrimer à des problèmes techniques. Et donc l'ingénieur, il est en quelque sorte obligé de mettre sur la table quelles sont les valeurs qui pilotent son activité, la façon dont il la regarde et ce qu'il pense de l'évolution technologique de la société. C'est intéressant ce que vous dites, parce que plus ça ira et plus l'ingénieur sera contraint de se former une opinion, non seulement au regard de la technique et de la faisabilité, mais des valeurs. Et on a eu ce débat d'ailleurs en interne au sein de l'ingénierie l'année dernière, et ça continue, à propos des enjeux du climat. Et on a finalement rédigé un engagement climat des sociétés de l'ingénierie française, pour répondre notamment aux challenges posés par les jeunes. Il y avait une pétition signée par des jeunes étudiants qui nous disaient « on vous rejoint si vous vous engagez ». Et donc on se rend compte qu'il faut qu'on commence à prendre des positions, et là on n'est pas à l'aise, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que notre profession doit ne pas hésiter à se poser des questions qui ne soient pas techniques, qui ne soient pas technologiques, mais qui soient des enjeux de société, et n'ayons pas peur, alors évidemment pas de les résoudre tout seul, mais au moins de savoir que ça existe et que finalement les vraies questions que se posent les gens autour de nous ne sont pas des questions technologiques. Vous dites la 5G, c'est finalement qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, à quoi sert la technologie que je suis en train de développer? Toutes les technologies sont ambivalentes. Si vous prenez le numérique par exemple, et je pense que le confinement, le premier qui a été assez radical, a montré l'ambivalence du numérique. On a pu, grâce au numérique, continuer à se soigner à distance, on a pu communiquer avec nos proches sans risquer d'être infecté, on a pu faire du téléenseignement, on a pu travailler, on a pu acheter des produits grâce à des sites qu'on trouve sur Internet, etc. Mais en même temps, on a vu que certaines personnes sont absentes du monde numérique et travaillent avec leur corps. Et d'ailleurs, c'est elles qui ont permis le maintien de la vie de la société. Donc il y a une sorte de clivage qui est induit par le numérique. D'autre part, on voit bien qu'en quelques coups de clic, chacun d'entre nous peut construire une sorte de monde à lui, de chez-soi idéologique, qui va lui permettre de trouver la communauté cloud qui correspond à ses propres valeurs. Et il ne sera jamais contesté, puisqu'il sera dans une communauté où tout le monde est d'accord, partage les mêmes avis sur tous les sujets, et il va considérer que les valeurs qui sont défendues par sa communauté numérique sont plus importantes que les valeurs qui sont portées par le contrat social. Et donc la société, au lieu d'être organisée en classes sociales qui s'opposent politiquement, se structure maintenant en couches idéologiques, en couches cognitives. Le bon terme, ce serait, il m'échappe, c'est pas en strates cognitives qui ne communiquent plus entre elles, comme on le voit très bien aux États-Unis en ce moment.
Et ça, on voit que donc, le numérique est ambivalent de ce point de vue-là. D'autre part, je ne pense pas que ce soit aux ingénieurs de nous dire quelle société il faut. C'est à la société de définir politiquement le type de société qu'elle désire. Par contre, l'ingénieur, il doit dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui est possible techniquement et ce qui n'est pas possible techniquement. Et je pense que l'ingénieur doit corriger, parce qu'il est expert, certaines de nos façons de dire. Par exemple, moi j'ai assisté au débat sur la transition énergétique. Beaucoup de phrases ont été dites qui correspondent à des situations qui sont physiquement impossibles. Par exemple, on parle de production d'énergie. Qui a jamais produit de l'énergie? Personne, puisqu'elle se conserve. donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est transformer la forme d'énergie qui est là, disponible, en une autre forme d'énergie. Ou bien la transférer de là où elle est vers un autre système. Et la seule chose que vous pouvez faire, donc, quand vous avez de l'énergie, c'est créer de l'entropie. Oui. Donc, dégrader sa qualité. Et donc, quand vous dites remplacer le mot produire d'énergie par changer de la chaleur en électricité ou l'inverse, ça devient un autre type de discours. De même, vous ne pouvez pas consommer d'énergie. Impossible. Puisqu'elle se conserve. Donc quand vous consommez de l'énergie, quand vous dites que vous en consommez, en fait, vous créez de l'entropie. C'est pas la même chose. Et puis, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Alors ça, c'est un dogme. Non, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ce qui est renouvelable, c'est le processus physique qui vous sert des énergies primaires. Mais une fois que vous avez consommé, entre guillemets, de l'énergie renouvelable, vous la consommez, elle n'est pas renouvelée. Oui. Vous avez dégradé son entropie et c'est fichu. Et donc, vous voyez, c'est un exemple me semble important de montrer que nos façons de dire doivent s'adapter à nos connaissances. Sinon, elles correspondent à des situations qui sont physiquement impossibles. Oui, mais c'est vrai que si les ingénieurs ne parlaient que d'entropie et d'enthalpie, je ne suis pas sûr qu'ils seraient compris par le grand public. Peut-être, mais il y a des mots qui deviennent des mots-clés, décarboné, hydrogène, oui. Nucléaire, qui sont jugés uniquement à partir de leur halo symbolique et d'une façon qui contredit leur réalité physique. Alors ça, c'est intéressant, ce concept de halo symbolique, j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui l'a théorisé. Un des rares philosophes des années 70 et 80 qui s'est intéressé aux travaux des ingénieurs, à une époque où les philosophes français les plus en vue ignoraient complètement la technique. Jean-Paul Sartre n'a jamais parlé de science dans ses écrits. Jamais. Je crois que même le mot science doit figurer 3 ou 4 fois. Et Gilbert Simondon, lui, s'est intéressé de très près aux travaux des ingénieurs, a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle Le principe d'individuation. C'est un livre sur la technique. Et il invente cette notion de halo symbolique, qui est que dans le débat public, une technologie ne se résume pas à sa réalité matérielle et objective, mais une forme de récit dans laquelle on l'insère, qui peut être positif, qui peut être négatif. Mais c'est ce halo symbolique qui détermine le jugement politique que nous faisons sur les technologies. Et alors, est-ce que ça veut dire que les ingénieurs peuvent contribuer à rééquilibrer les halos, si je puis dire? Exactement. Exactement. Je pense que la mission, entre autres, qui n'est pas une mission périphérique, parce que c'est une mission qui détermine l'évolution même de leur métier. C'est de dire ce qui est, et connaissant ce qui est, ce qu'on peut désirer. Voilà. Et donc il faut peut-être réactiver l'idée de progrès en configurant le futur, mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, en tenant compte de ce que nous voulons, mais aussi de ce que nous pouvons, mais aussi de ce que nous savons. C'est les 3 choses qui doivent être prises en compte quand il s'agit de penser le futur. Si on ne le fait pas, on dit ce qu'on veut sans savoir ce qu'on peut et en oubliant ce qu'on sait, on peut faire de l'utopie. Et l'utopie, c'est pas la même chose que le progrès, puisque c'est un monde dont on ne s'occupe pas de savoir s'il est accessible ou non. Et alors, ça veut dire finalement que tout ingénieur doit être un philosophe aussi? Non. Enfin... provoque. Non, un penseur. Même vous l'êtes, finalement. Non, mais tout le monde est penseur. Enfin, les ingénieurs sont des penseurs. Oui. Il faut nous appeler à libérer notre pensée. Il ne s'agit pas d'ajouter une compétence aux ingénieurs. Enfin, dans certaines grandes écoles, il y a des cours de philosophie des sciences, par exemple, des cours d'éthique qui s'imposent dans de plus en plus de formations. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'éthique, à mon avis, c'est la question de la place de l'ingénieur dans la cité qu'il faut discuter. Donc il ne s'agit pas d'ajouter à l'ingénieur ou à sa formation une compétence supplémentaire, mais de faire qu'il s'engage dans la cité de façon plus visible que le simple engagement qu'il a dans son entreprise ou dans son laboratoire. Et ça veut dire que nous, ingénieurs, nous ne devons
pas nous réduire, nous ne devons pas nous réduire à être que des ingénieurs, et ne se sentir légitimes que sur la technologie. Et encore, vous nous dites, même sur la technologie, on est discret, on est modeste. Il faut accepter que nous sommes des hommes, nous avons une place dans la société, et donc il faut qu'on connecte les deux parties de notre cerveau pour aussi porter répondre, intervenir dans le débat, et pas seulement comme un technologue. Moi, je vais le reformuler à ma façon. Vous devez être, nous devons être, j'en fais partie, pleinement des ingénieurs. Donc il ne s'agit pas de se réduire à cette compétence d'ingénieur, c'est l'être pleinement. Moi, j'ai un grand-père qui était ingénieur, qui connaissait bien Gabriel Voisin, vous savez, qui avait construit des voitures, mais aussi des avions, qui a battu des records, etc., qui était un ingénieur absolument génial, qui était un ami de mon grand-père. Et mon grand-père m'a donné à lire tous les textes de Gabriel Voisin écrits pendant l'entre-deux-guerres, qui étaient des textes d'ingénieurs dans lesquels il faisait l'éloge de la vitesse, de la technique, de l'amélioration des performances des moteurs. Il écrivait ça dans la presse. Et c'était lu. Et alors ça, je pense que oui. Enfin, en tout cas, c'était publié déjà. Et ça me semble être, ces années-là, un exemple d'engagement très fort des ingénieurs, notamment en Italie, et dans la presse non spécialisée, faisant l'éloge du métier d'ingénieur. Donc il ne s'agit pas de réactiver cette chaîne parce qu'elle ne serait plus audible aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire non plus de l'autopromotion. Il s'agit de penser en tant qu'ingénieur l'activité des ingénieurs et ce qu'elle induit comme changement, parfois très rapide, dans la société. Mais je pense que oui, le sujet n'est peut-être plus maintenant d'avoir quelques ingénieurs géniaux qui vont faire des publications, et c'est vrai qu'il y en a eu dans le passé, mais que les ingénieurs décident d'être plus présents dans le débat, ou même d'arriver dans le débat en disant « nous les ingénieurs », c'est peut-être une solution, et ça devrait faire réfléchir nos adhérents et la communauté de l'ingénierie, parce que c'est vraiment un sujet dont on pourrait s'emparer. D'autant plus qu'il y a des effets générationnels. Je pense que les jeunes ingénieurs sont plus questionnés, ou se questionnent plus à propos de ces enjeux. Moi, je donne un cours à Centrale de philosophie de la physique, mais ils doivent me rendre une copie, c'est l'examen, une copie écrite à la main. Et parfois, je les interroge sur leur façon de penser le progrès, etc., ou la technique, ou la technologie, et je vois, en lisant des copies, que la promotion est relativement clivée. Il y a des ingénieurs qui sont très technophiles, enfin, je parle des jeunes, d'autres qui sont très technophobes. Il y en a qui sont collapsologues, il y en a qui sont très enthousiastes avec l'idée que la technologie va sauver l'humanité, quels que soient les problèmes qui lui sont posés. Ah, il en reste. Non, mais ça serait intéressant, oui. Ça serait, je ne vais pas vous donner de statistiques, mais ça serait intéressant de les faire débattre entre eux. Voilà. Oui, c'est pas facile. Et donc faire des débats en interne, entre soi, c'est un bon préalable, une sorte d'antichambre au débat public. C'est une bonne idée pour notre prochain meeting. Et je pense que là, il y a des choses très intéressantes à faire. Il ne faut pas le prendre comme un devoir, comme une obligation, comme un pensum, mais comme quelque chose d'assez excitant. Comment vous voyez la suite du numérique, par exemple? Les questions liées à l'intelligence artificielle dans les entreprises, c'est quand même des questions énormes. Oui, presque terrifiantes même. Oui, qui sont des questions énormes. Et si les ingénieurs ne les pensent pas, pour ce qu'elles sont, elles seront pensées par d'autres moins compétents, avec des risques, évidemment, de dérive, de radicalisation. Je vous rappelle que des antennes 5G ont été piratées il y a quelques jours, et ont fait qu'1,5 million de Français ont été privés de télévision pendant quelques jours. Donc, vous voyez, quand le débat n'a pas lieu, la violence s'exprime. Oui.